ici c'est Marvin. Je vais vous présenter une fondation de livraison sur AKS pour un service de gestion de paiement d'exception, un service interne en fait. Les technologies qui ont été utilisées pour ce projet ont été pour le cloud Azure avec AKS, pour les services Spring Boot. Pour la delivery, on avait GitHub Action et au niveau des signals, metrics et dashboard, on avait Grafana et Prometheus. Les responsabilités ont été distribuées sur plusieurs teams, infrastructure, plateforme et application. On avait aussi un système de partage d'observabilité et des vrais scénarios de troubleshooting. Aussi, il y a une vidéo à la fin qui peut vous montrer l'exécution réelle. Là, ici, je vous ai fait une version un peu plus euh, voilà, digeste des exécutions de la commande. Là, on a vu qu'il y a seulement un script qui peut bootstrapper voilà, une infrastructure en moins de 20 minutes. On va pouvoir le voir ici. Ok. Alors, on va dans ce script-là, on va pouvoir bootstrapper le remote backend. On va pouvoir bootstrapper les différentes euh, le cluster AKS, aussi les ressources Kubernetes, et pour ensuite euh, bootstrapper ouais, l'observabilité, puis ensuite bootstrapper le OICD. Et tout ça en l'équivalent de 20 minutes. Les scripts sont renseignés juste ici. Vous pouvez les voir juste en cliquant sur les liens. Ici, c'est le même lien. Vous avez tous les scripts que vous avez besoin pour utiliser le projet. Je vais mettre le projet d'ailleurs en open source, licence MIT, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à votre guise. Et voilà. Si vous avez des retours dessus, n'hésitez pas à rajouter des issues ou commenter cette vidéo aussi. Sinon, rejoignez-moi, contactez-moi directement sur mon profil. Je serai heureux d'en discuter avec vous. Concrètement, au niveau business, c'est quoi le contexte niveau business? C'est dans dans les environnements financiers, des fois, ils ont besoin de gérer des paiements, mais de façon un peu plus manuelle parce que les systèmes automatiques, il y a des edge cases qui ne gèrent pas. Donc, les équipes ont besoin de, d'avoir des statuts visibles pour des investigations plus approfondies et pouvoir approuver ou rejeter les paiements de façon un peu plus normalisée et manuelle aussi. Euh, Au niveau de la livraison, euh, on va utiliser des stacks qui sont robustes et qui ont déjà fait leurs preuves en industrie, comme Spring Boot et Azure AKS, comme précédemment énoncé, sur un modèle de séparation sur trois différentes équipes, l'équipe infrastructurale, plateforme et applicatif. Aussi, on va avoir un système de partage d'ownership d'observabilité, parce que l'équipe applicative et l'équipe de plateforme voilà, ils ont besoin de chacun voir euh, d'observer différentes métriques que, que l'autre équipe. Par exemple, l'équipe applicative, elle aura besoin de voir des logs qui seront faits dans une prochaine étape. Parce que là, ici, on est seulement la stage 1 et on se focus seulement sur la, la livraison de la plateforme. Euh, en, En résultat, on va avoir une observabilité, une observabilité directe de la solution une fois déployée. Que les teams ils ont des responsabilités bien séparées et aussi ça va permettre des discussions techniques approfondies sur un CG spécifique, basé sur des preuves et des scénarios de troubleshooting expérimentés
concrètement. Ça veut dire que là, ici, durant les 120 heures que j'ai passées sur ce projet-là, j'ai rencontré certains problèmes que j'ai documentés. Et voilà, ça peut ouvrir quelques discussions par rapport aux intéressés. Voici la présentation de architecturale, l'architecture de l'infrastructure. Ici, on a un pad de livraison automatique. Et là, on va avoir un pad de livraison, un pad en fait de troubleshooting ou vraiment de commandes manuelles pour accéder aux différentes ressources de Azure. Au niveau de l'automatisme, on va avoir le GitHub Repository qui contient des workflow GitHub Actions. Ces workflow GitHub Actions vont utiliser le OICD et Microsoft Intra-ID pour communiquer avec le Azure. En fait, ça c'est pour l'injection de secrets de façon dynamique et sécurisée pour éviter les secrets statiques et non sécuritaires. On va utiliser du Terraform et des chartes Helm. Le Terraform, on va utiliser un remote backend pour gérer les stats de façon distante et d'avoir une source de vérité voilà, sur plusieurs personnes qui peuvent promouvoir des ressources Terraform. Donc on va le lock, là ça lock automatique, mais ça lock un state et voilà, une personne à la fois peut l'utiliser. Donc on va avoir Azure Storage Account, puis voilà le Terraform Remote State qui est géré grâce à ça. Dans un environnement de développement Azure, là c'est important de dire que c'est seulement de développement, parce qu'on livre seulement une fondation pour le moment. Dans les futures étapes, on va livrer, on va livrer un environnement de production. On va avoir un resource group qui va contenir dans un private network. Ici, c'est important de mettre un private network parce que tout à l'heure, on va expliquer quelque chose dessus. Qui contient le AKS Platform avec le service Java Spring Boot de gestion des exceptions de paiement. Prometheus et Grafana avec le service de PostgreSQL managé par Azure. Pour accéder un peu plus manuellement, si un dev il veut faire des manipulations ou il veut troubleshooter sur les ressources de, de Java, euh, il va devoir utiliser le contexte distant de Azure grâce au CLI et utiliser le port forwarding des différents services à l'intérieur du cluster AKS pour faire différentes requêtes. Et là, on peut voir aussi qu'il ne peut pas accéder directement à la base de données. Il faut qu'il passe par le service Java Spring Boot pour y accéder. Parce que voilà, le AKS, il a accès au, euh, au PostgreSQL managé par Azure. Mais là, ici, lui, en fait, il va seulement avoir accès à ça. Alors, concrètement, pourquoi ce projet-là, il est pertinent? J'ai observé plusieurs tendances du marché, autant en me faisant contacter par des chasseurs de tête, par des recruteurs, en regardant différentes annonces et aussi en parlant à mon network. J'ai pu remarquer qu'il y avait une forte demande sur certains types de technologies. Et en ayant plusieurs discussions aussi, j'ai pu remarquer que euh, il y a, en ayant certaines discussions et aussi en regardant les différentes annonces et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai pu percevoir que les équipes avec des stacks technologiques bien distinctes, qui pouvaient être un avantage dans certains cas, pour se spécialiser dans certains stacks, mais par contre, ça
aussi ça avait un double effet, comme ça les disqualifiait pour d'autres types d'emplois qui utilisent des stacks différentes. C'est pour ça que il est important de s'aligner constamment au stack du marché. Par contre, euh, ce qui est retiré quand on s'aligne des stacks du marché, c'est au niveau de l'expérience. Ça veut dire que ce qui- ce qu'il faut démontrer en industrie, c'est voilà, l'expérience en production. Et ce qui se rapproche le plus d'expérience en production, c'est des projets qui mettent en contexte des, des use cases qui sont possiblement utilisés dans ces industries-là. Et c'est là où intervient ce projet-là. Ça map le technique. En fait, au niveau technique, ça donne la carte. Puis au niveau pratique, ça prouve la route. Ça veut dire que ce projet-là, il est là pour prouver la route, en fait. Euh, on va pouvoir voir plusieurs concepts de gouverner AKS pour la livraison de la fondation avec de la CI/CD, d'observabilité, de la FinOps et des évidences opérationnelles directement en vidéo. C'est un projet construit à l'échelle humaine. Donc seulement j'étais la seule personne sur ce projet-là. J'ai passé environ 125 heures sur le projet. Euh, si vous voulez l'utiliser, c'est-à-dire que probablement vous allez économiser, vous allez peut-être pas passer 125 euros dessus, vous allez pouvoir économiser beaucoup de temps et avoir directement vous focuser sur ce qui sur les technologies ou les connaissances euh, spécifiques, les skills spécifiques que vous voulez obtenir par rapport à ça. C'est-à-dire que vous pouvez voilà, faire évoluer le projet euh, dans votre coin avec de la façon que vous le souhaitez. Le, le projet est séparé en trois teams d'opération. Donc on va avoir la team d'infrastructure, la team de plateforme et la team applicatif. En fait, les rôles en infrastructure, ça va être euh, des, euh, des cloud ingénieurs. C'est ceux qui vont s'occuper du cloud pour l'infrastructure au niveau de la plateforme. Puis au niveau applicatif, on va voir voilà, les développeurs. Puis au niveau de la plateforme, voilà, des fois on a des SRE, des Ops, et voilà. Euh, mais en fait plutôt ça les plateformes ingénieurs, parce que les SRE et les Ops vont plutôt venir dans la reliability. C'est sa petite correction, c'est important de le faire. L'infrastructure va plutôt gérer tout ce qui va être le cluster AKS, Postgres, PostgreSQL. Au niveau de la plateforme, ils vont plutôt gérer le namespace, les config maps, les services à compte. Ils vont avoir quelques chartes Helms à gérer et la fondation de Grafana, dont certains dashboards de health, de health voilà. L'application, ils vont gérer ben voilà, l'application Spring Boot, Docker, puis voilà les actuateurs. Ça ressemble à ça, les pattes de livraison pour l'infrastructure. Donc la team d'infrastructure va pusher les documents Terraform sur GitHub qui vont trigger des workflows GitHub Action. Ces workflows GitHub Action, ils vont utiliser voilà, les fichiers Terraform pour bootstrapper les ressources groupes de Azure, le AKS Clojure et aussi la base de données PostgreSQL. La plateforme, ça va être un peu le même principe jusqu'à juste ici. En fait, ils vont publier des chartes Helm sur GitHub et aussi des fichiers Terraform. Ici, il va y avoir l'infrastructure as a code en fait. Ça va trigger des GitHub Action.
qui vont eux-mêmes utiliser Terraform pour provisionner les ressources Kubernetes qui vont être les config maps, les services à compte et le namespace. Et pour le M, on va provisionner les, les dashboards Prometheus et Grafana. Équipe applicatif, un peu un différent flow. Euh, voilà, ils vont pusher leur code qui va trigger des GitHub Actions. Ça va build à partir du code Java Spring Boot, ça va build l'image Docker. Ensuite, GitHub Action, il va pouvoir, elle va pouvoir référencer cette image de Docker pour dire à Kubernetes de le déployer. Donc, il va lui donner la référence de l'image Docker. Et AKS va pouvoir pull et run l'image Docker ici. Lors de bootstrapping, provisioning et aussi de décommissionnement, c'est super important pour s'assurer que l'infrastructure et la plateforme fonctionnent correctement et aussi pour s'assurer une FinOps à la fin de l'utilisation. Donc, on va commencer par l'infrastructure, ensuite on va provisionner la plateforme, ensuite on va créer l'application, on va créer la stack d'observabilité aussi. Séparé en 3 teams, infrastructure, plateforme, application. On va commencer par créer le remote backend. Ensuite, on a les différentes ressources d'Azure. Comme tout à l'heure, on a vu, on a le ressource group, Postgres, SQL. Et aussi, on va avoir le cluster. Bon, le cluster, ah ouais, cluster et ressource group, il est juste ici. On va pouvoir aussi créer les GitHub Actions. Ce qui se passe, c'est que la team d'infrastructure, elle peut soit créer ces, euh, ces éléments-là manuellement grâce au fichier Terraform en ligne de commande, et elle peut aussi les faire grâce au GitHub Action Workflows. Je l'ai je l'ai spécifiquement mis ici pour exprimer qu'ils étaient capables de le faire de façon automatisée et gouverner grâce à ça. Les GitHub Actions ont besoin de OICD pour la gestion des secrets, l'injection des secrets de façon un peu plus sécuritaire. Là ici on voit que c'est l'étape 1.4 et là ici c'est l'étape 1.5. Je l'ai juste placé ici parce que les GitHub, les OICD for GitHub Action, ils sont utilisés un peu plus loin aussi dans le provisionnement. Ce qu'on peut voir aussi c'est l'ordre, voilà, les dependency lifestyle, c'est un peu un bol de spaghetti. Et c'est la façon la plus propre que j'ai trouvé pour le mettre. Ensuite, pour le provisionnement, ici par l'équipe plateforme et l'équipe applicative, on va avoir les ressources Kubernetes par la plateforme, config map, service à compte, namespace, qui vont pouvoir être, et aussi les, euh, Prometheus et Grafana, qui sont provisionnés grâce à, voilà, au GitHub Action. Et les GitHub Actions pour l'équipe applicative qui vont promouvoir l'application Java dans, dans le Kubernetes associé à l'équipe applicative. Pour l'équipe, là, on n'a pas vraiment d'équipe de reliabilité pour le stage 1 parce qu'on est seulement sur la fondation pour le moment. Dans les prochaines étapes, on va rajouter l'équipe de reliabilité, les SRE, les Ops, et aussi l'équipe de sécurité. On va mettre des dépendants à bout. On va pouvoir voir plus tard, je l'ai bien documenté. Donc on va avoir l'observabilité, le monitoring, les runtime health check.
voir les scénarios de recouvrement en cas de désastre, et les runbooks et les troubleshootings. Euh, J'en ai documenté des vrais que j'ai rencontrés durant les 125 heures, qui sont documentés un peu plus bas et aussi dans le repo GitHub. Pour le décommissioning, le décommissionnement, très très important cette phase pour le FinOps, juste après la fin d'utilisation. Là ici, c'est un ordre de teardown conseillé, qui est utilisé d'ailleurs par les scripts. Là ici, j'ai un script qui fait toutes ces étapes-là ici, le bootstrapping au provisioning, et j'ai un autre script pour le décommissionnement. Ça veut dire que c'est fait de façon, on va dire, normalisée, un peu plus. Vous êtes sûr de vraiment euh, voilà, tear down les ressources et créer les ressources de façon correcte et tear down les ressources de façon correcte, tout le temps de la même façon, au lieu de les faire en ligne de commande et oublier un petit détail. Ça veut dire que là, faut des petits changements. Là, c'est assez, de façon assez régulière, quoi. Au niveau du runtime, on va avoir une application Java Spring Boot. Ici, vous avez la documentation OpenAPI, de Swagger, des différents endpoints, des contrats fournis par le backend, qui est juste ici. Donc on va avoir le statut des services, on va avoir ça c'est c'est ce que c'est up and down, mais ça c'est plutôt le statut de l'exception de paiement, du, du, de la, du traitement d'une exception de paiement. Ça c'est directement, ça fait appel au PostgreSQL, c'est persistant. Là ici c'est plus pour regarder la, l'application par properties de Spring Boot, euh, certaines variables de l'application properties de Spring Boot qui sont envoyées. L'actuator pour donner est-ce que le backend est up, readiness, liveness, Prometheus et info ici. Au niveau de FinOps, on en avait parlé tout à l'heure. De mon côté, quand je run l'infrastructure, ça me coûte voilà, moins de 2 dollars par jour pour runner l'infrastructure. La majorité du temps, ce que je fais, c'est que j'utilise le clocher local, Kine, pour, euh, pour tester mes ressources Kubernetes, parce que je sais que mon infrastructure AKS, une fois que je sais que mon infrastructure AKS est déjà up et elle est créée à partir de infrastructure as code, c'est-à-dire que je suis capable de la bootstrap et de la tear down. euh, de, voilà, elle est stable. Je peux maintenant me concentrer sur au niveau plateforme. Et au niveau plateforme, étant donné qu'on utilise Kubernetes, Kubernetes c'est assez voilà, c'est quand on va l'utiliser en local et quand on va l'utiliser sur AKS, ça va être on va avoir très très peu de changements. Et c'est ça l'avantage de Kubernetes, c'est qu'on peut le transposer sur, voilà, sur plusieurs, en hybride, comme une infrastructure hybride, comme sur plusieurs clouds ou aussi on-premise, en local. Ça va donner des résultats assez constants. Et c'est ça l'avantage d'utiliser Kubernetes dans ce cas-ci. Une fois qu'on sait que l'infrastructure est stable, on peut se permettre de tester la plateforme en local comme ça. Donc c'est ça. Au niveau du remote backend, combien ça coûte? Ça coûte moins de une scène par jour. Donc vous pouvez vous permettre de laisser le backend Terraform up dans le fichier de teardown. Moi, ce que je vous conseille, c'est vous pouvez vous permettre de le détruire à chaque fois. Ça fait pas de mal. Dans le script, il y a une prompt qui vous est affichée qui dit est-ce que vous voulez détruire le backend Terraform ou pas. Vous pouvez choisir oui ou non.
J'ai fait une petite optimisation dont je suis quand même fier. C'est au niveau de la size de la VM qui a vraiment impacté le prix par mois du cluster voilà, Kubernetes qui est utilisé sur Azure. Donc la VM de base c'est celle-ci, standard B2 ALS V2. Mais moi celle que j'utilise actuellement c'est celle-ci. La différence de prix c'est pas mal la moitié, un peu plus de la moitié. Si pour vous elle n'est pas accessible, il va falloir que vous fassiez une demande d'augmentation de quota. C'est possible, ça n'est pas disponible sur votre région. Euh, Vous pouvez regarder avec les tableaux de VM de Azure pour choisir la bonne VM qui est disponible dans votre région. C'est un peu de la FinOps. Sinon, si vous n'êtes pas sûr et vous voulez pas trop vous casser la tête, utilisez celle par défaut décrit dans le fichier d'environnement exemple que vous pouvez copier et remplir vos valeurs plus personnelles dedans. C'est ça. Moi, ça me coûte moins de 4 dollars par mois, comme prédit. Mais en réalité, ça me coûte bien moins. Euh, Voici l'analyse des coûts grâce à l'interface de Microsoft Azure. Là, ici, c'est par ressources, Virtual Machine Storage. Ça, c'est seulement pour une journée. Je pense que c'est seulement pour une journée. Ce qui est vraiment pratique. Ça veut dire que là, vous êtes capable de voir, oh mince, j'ai oublié de tear down mon remote backend. Ça me coûte une scène voilà, une scène par jour, mais j'ai quand même oublié de le tear down. On va le tear down au cas où. Ou oh mince, j'ai oublié de tear down ma machine virtuelle. Dans notre cas, c'est pas, c'est pas très grave. Ça coûte pas trop cher, mais imaginons que vous faisiez une infrastructure un peu plus coûteuse, là, ça serait un peu plus important. Et voilà. Là ici, c'est le forecast, la prévision des coûts par mois. Ça me coûte moins de 4 dollars, ce qui est quand même une bonne optimisation des coûts, on va dire FinOps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est seulement la phase 1 ici pour la plateforme de gouverner de livraison. Euh, les différents environnements ab- abordés dans cette phase-là sont local avec Kine ou directement avec local Postgres ou voilà, je run l'application Spring Boot directement sur mon laptop où j'utilise mon Docker local pour pouvoir rouler l'application. Et l'autre environnement, c'est de développement Azure pour l'infrastructure. Donc les différentes technologies utilisées, on va utiliser du AKS, Terraform, GitHub Actions, Terraform Infrastructure as a Code, GitHub Action pour voilà, euh, automatiser les différents changements directement trigger par des changements d'infrastructure as code. GitHub pour héberger les différents fichiers d'infrastructure as code. GitHub Release. GitHub Release, ça c'est pour. J'ai utilisé ça pour figer l'état du stage 1, juste ici. Vous pouvez le voir. Vous pouvez utiliser. C'est-à-dire que cet état-là va jamais changer. Et vous pouvez vous permettre de le télécharger en zip ici. Et c'est ça, vous avez la présentation et la documentation qui ne va pas changer, qui a été taguée. Alors, ici, vous avez Docker. Ça ici, c'est le container registry de, de GitHub. C'est là où on va mettre notre image, le package de, de notre, euh, de notre backend. Euh, C'est-à-dire que l'image Docker ici, là, je vais pouvoir la pull. D'ailleurs, elle a été pull plus d'une 40 fois, exactement. C'est comme ça qu'on peut
qu'on peut héberger une image Docker. Souvent dans les entreprises, ils vont utiliser, dans les entreprises régulées, ils vont utiliser Artifactory. Et dans de rares cas aussi, ils vont utiliser le... Mais dans d'autres cas aussi, ils vont pouvoir utiliser Azure DevOps ou aussi si la compagnie en tant que telle elle utilise AWS, elle va utiliser les AWS Registry aussi. Mais celui normalisé à Montréal, c'est pas mal, selon moi, le JFrog, l'Artifactory. Alors on revient ici, on utilise les chartes Helms pour les installer et les désinstaller. Customize, on va utiliser ça pour provisionner les dashboards as a code dans les configurations dans les config maps de fichiers de config map de Kubernetes. Je voulais pas les polluer avec le long JSON des dashboards complexes de, de Grafana. Donc j'ai utilisé Kubernetes pour injecter, désolé, Customize pour injecter dynamiquement les dashboards Grafana en JSON dans les config maps de Kubernetes. Spring Boot, il y a voilà pour le storage le backend distant, le OICD pour injecter l'injection de secrets de façon sécuritaire, Postgres géré par Azure, puis Postgres local. Dans mon cas, j'utilise Linux et Ubuntu. Ce que je vous conseille avec le, le script global, je vous conseille fortement d'ouvrir une command line en Linux, même si vous êtes sur Windows. Là, je pense que c'est WSL. Vous pouvez l'ouvrir grâce à ça, ou aussi quand vous avez installé Git, vous avez accès à certaines commandes de Linux sur Windows. Donc je vous conseille de l'ouvrir avec Linux. Et à Prometheus et Grafana Prometheus, c'est pour envoyer, voilà, scraper certaines données à partir du back-end et voilà, du back-end pour l'envoyer à Grafana. Puis Prometheus, ça aussi, ça scrape certaines données du closure AKS, qui est juste ici, pour l'envoyer à Grafana. On voit ici, j'ai pas de système de log. C'est fait de façon délibérée parce que c'est seulement une plateforme de livraison gouvernée, et notre scope s'arrête seulement à l'infrastructure et la plateforme. C'est pour ça que là ici on n'a pas de Loki pour provisionner voilà, Grafana avec des logs. C'est fait exprès. Ce qui va être fait à la prochaine étape, ici, grâce à plutôt des technologies comme voilà, cela. Là ici on va plutôt avoir des environnements de dev et de production. On voit qu'on n'a pas d'environnement de local. C'est fait de façon délibérée. Parce que là ici on va se concentrer sur plus un multitenant avec un contrôle plus accru, et une façon centralisée de gérer des secrets, une gouvernance des dépendances euh, mise à jour en direct, avec des pratiques de GitHub de réconciliation, et une, euh, une gouvernance opérationnelle plus globale. Donc on va utiliser OpenShift, les Pandabots, Argo CD, les Vault pour la gestion des secrets, Ansible pour le management des configurations de façon plus normalisée. Pour ensuite jumper sur la stage 3, l'étape 3, qui va être au niveau entreprise, au niveau hybride. On va avoir du multi-cloud et aussi du on-premise.
Là ici, c'est à cette étape-là que ça va ressembler, ça va commencer à s'approcher d'une solution, voilà, d'une infrastructure plateforme interne. Là, on se dit s'approcher parce que en réalité, je suis tout seul pour faire ce projet-là, mais il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs équipes dans les organisations pour faire ce type d'infrastructure plateforme. Ça veut dire que avec à l'échelle d'une personne, c'est là où on peut s'approcher, selon moi, de façon voilà, on va s'approcher un peu plus d'une solution utilisée à l'interne dans une corporation à grande envergure. Donc on va voir un environnement local, développement, production, avec un scope hybride. Donc on va utiliser du AWS, on va continuer à utiliser du Azure, OpenShift. Et là, pourquoi on utilise OpenShift ici, on va utiliser certaines features de OpenShift ici, mais on va utiliser les features hybrides d'OpenShift hybride aussi ici. C'est-à-dire les features utilisées d'OpenShift ici et ici sont une évolution constante. Euh, EKS, ça va être Elastic Kubernetes Service offert par Azure, Okta. Okta qui veut un service de, pour se connecter comme avec des SSO, puis euh, vraiment un peu plus utilisé en entreprise, quoi. TerraGrund pour éviter les répétitions de code dans Terraform quand, imaginons, on veut un environnement de Terraform de dev et de prod, mais c'est pratiquement les mêmes. C'est-à-dire qu'on a un peu un tronc commun. On va utiliser TerraGrand pour faire le tronc commun et les, euh, les spécialiser en dev et dans les fichiers, dans les folders de dev et de prod. Datadog qui va remplacer toute notre stack d'observabilité. C'est utilisé en entreprise, vraiment très très répandu. Ça c'est plutôt propriétaire, mais là ici on va voir plutôt les stacks open source. Il faudrait que je regarde spécifiquement quel type d'open source on parle ici. Prometheus Grafana, c'est ça. Niveau Thanos, aussi une stack de servabilité offerte par AWS et le hybride on-premise. Les compagnies vont avoir tendance à utiliser soit AWS, soit Azure. Dans certains cas, ils utilisent les deux, mais souvent ils utilisent Azure et on-premise, enfin, en passant à Montréal, ou AWS et on-premise pour avoir euh, une gouvernance des données en cas de, de désastre, pour une redondance des données en cas de désastre. Au niveau des GitHub Actions, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. On a en tout quelques flows d'infrastructures, de plateformes et applicatifs. Une fois que vous clonez et vous pushez, vous clonez le repo ou vous, en fait, vous forquez le repo. Soit vous forquez le repo, quand vous forquez le repo, va y avoir ces différents flows qui vont apparaître. Si vous poulez, vous clonez le repo et vous le pushez sur votre GitHub, il va y avoir aussi ces différents flows qui vont apparaître. Workflow. Au niveau de l'observabilité, euh, as a code en passant, ici l'observabilité as a code, on va avoir directement grâce au script principal, ça va créer un folder comme celui-ci avec des dashboards qui ont été customisés euh, pour ce cas d'utilisation et les dashboards offerts par Grafana de base. Ceux-là, c'est ceux qui sont fournis en tant que JSON injectés dans les config maps de Kubernetes grâce à Customize. C'est un exemple de dashboard de base offert par Grafana. Et ici, c'est quand même pratique. On peut voir le CPU usage
de, de- du clutcher Kubernetes. Ou dans ce cas-ci, peut-être c'est dans ma machine. Faudrait voir. Ouais, c'est soit le cluster Kubernetes ou ma machine, mais dans ce cas-ci, quand vous allez déployer avec le code, avec le script principal, ça va afficher les ressources de, de, de AKS Azure. Voici un exemple de dashboard un peu plus customized. Là, ici, c'est pour le Payment Inception Review. Là, ici, on voit que c'est hop. On voit que ici, j'ai testé quelques 404 et des 200. Ici, on voit que c'est pas un dashboard de log. C'est vraiment un dashboard de LT. C'est là où on s'arrête. C'est vraiment là où est la limite de la fondation AKS. C'est fait de façon délibérée pour laisser aux prochaines étapes leur occasion de continuer sur cette lancée, quoi. On va voir l'infrastructure as code ici. Il y a plusieurs exemples. Ces différents fichiers, vous pouvez les voir directement dans le code. Ok, ici, exemple de code, parfait. Ça, c'est pour les dashboards euh, de Grafana. En passant, ils sont vraiment plus longs que ça. Ça, c'est juste pour les rendre un peu plus ingestes. Pour dire que, voilà, ça, c'est pour le paiement exception. Ça, c'est en local. Ah oui, oui, ça, j'avais oublié de vous le dire. Euh, j'ai fait des scripts local et aussi cloud, c'est-à-dire que vous pouvez déployer votre infrastructure en local ou aussi à distance sur le clutcher euh, AKS, ce qui est vraiment pratique au niveau de l'économie des coûts et de la rapidité, parce que c'est long à bootstrapper le clutcher AKS, ça prend à peu près 10 minutes, la moitié de l'exécution du script total. J'ai fait plusieurs aussi scénarios de troubleshooting. Par exemple, j'ai eu des problèmes avec Helms et comment on appelle ça? Une exécution de PVC. PVC, c'est Persistent Volume Claim de Kubernetes qui se bloque parce que quand en local avec ma configuration Kind, elle était réservée en voulant adapter le chart de Helms, ça, ça attendait, c'était bloqué et c'était pas seulement slow, c'était complètement bloqué. C'est-à-dire que j'ai utilisé une approche comme en local, j'utilise pas les PVC, mais sur le cluster AKS, j'utilise les PVC. Euh, c'est ça. Et ça a réglé ma situation. J'ai plusieurs exemples aussi. J'ai eu des problèmes de permission euh, qui sont documentés dans les différents cas ici. Les, les documentations sont aussi dans les README. Vous pouvez les regarder, mais c'est un peu plus un geste de les regarder ici. Il n'y a pas tous les scénarios dans la présentation de la vidéo aujourd'hui, mais vous pouvez les regarder directement dans les repos. On peut voir, comme je vous ai expliqué, il y a les symptômes, diagnostics, l'évidence, recovery, puis comment j'ai corrigé la situation, simplement. Ici, une commande qui vaut 100 mots. Cette commande, ça veut dire que j'ai réussi à forward le port interne de Payment Exception Service dans le AKS Kubernetes. Et là, ici, ça veut dire que le backend m'a retourné euh, vraiment concrètement un état persistant de la base de données PostgreSQL. C'est-à-dire que là, ce que ça veut dire que j'ai, par rapport au flux de tout à l'heure, ici, ça veut dire qu'on a réussi à se connecter grâce au port forwarding, au contexte de Azure, ici. On a fait une requête sur le backend de Spring Boot, que lui-même, il avait accès à la base de données.
ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi que lorsqu'on a, euh, lorsqu'on a initié le back-end, on l'a créé, il y avait des migrations qu'on a pu, qui se sont euh, exécutées de façon avec succès et qui ont créé, voilà, grâce au DDL et aussi aux seeds, qu'ils ont populé la base de données SQL et que maintenant on est capable de récupérer. Juste avec cette commande, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Voici pour les scénarios de troubleshooting. Et comme outcomes, l'infrastructure est bootstrappée en moins de 20 minutes. Dans mon cas, ça me coûte moins de 4 dollars par mois, avec seulement un script. Et pour détruire toute l'infrastructure et la plateforme, ça me prend moins de 13 minutes. Un ownership séparé sur 3 équipes, plus de 11 GitHub Action, avec AKS et managé par Postgres. Les dashboards sont as the code, plus de 7 scénarios de troubleshooting. Ça m'a pris à peu près 125 heures d'effort. Le code est juste ici si vous voulez l'utiliser. La, la release est là, comme je le dis, elle est figée. C'est exactement la même qui est dans la présentation. Là ici c'est pour l'image du service Spring Boot. Et là ici c'est un exemple de commandes. Les commandes que j'ai utilisées pour bootstrapper, provisionner, vérifier que le service il est bien fonctionnel au final, et aussi tear down l'infrastructure. C'est exactement la même partie que ici, sauf que là c'est façon un peu plus un geste, et là c'est la partie longue, quoi. Alors mais si vous êtes arrivé à là, je vous dis un gros merci. Ça m'a fait plaisir de vous présenter cette présentation aujourd'hui. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez, si vous regardez le code, si vous avez des améliorations, euh, si vous avez des commentaires. N'hésitez pas, je suis là, je vous écoute. Puis on se dit à la prochaine.